Bonjour, je suis présentement avec Monsieur Normand Comte, qui est le chargé de projet pour la reconstruction d'Haïti pour Développement et Paix. Donc, Monsieur Comte, bonjour. Bonjour. Monsieur Comte, dans la reconstruction d'Haïti, c'est suite au tremblement de terre. On se souvient qu'il y a eu de très grands problèmes qui ont été causés par ce tremblement de terre-là. Quelles sont les conséquences qui durent encore aujourd'hui? Bon, encore aujourd'hui, en fait, il y a une situation d'urgence dans le sens que la majorité des endroits publics en Port-au-Prince sont occupés par des campements. Des campements de fortune dans le sens qu'il y en a certains qui ont des tentes, d'autres se sont faits avec des toiles, des bouts de bâton, des maisons temporaires. Il y a encore beaucoup de maisons de détruites, des édifices. On n'a pas pu procéder au nettoyage de la capitale. Alors c'est sûr, d'une certaine façon, ça crée une vie au quotidien qui est un peu difficile. Mais quand même, les gens ont repris le travail. Les gens, dès le lendemain, ils se sont levés debout et ont recommencé à réinstaller leurs kiosques. Alors si on se promène dans la rue, on parle avec des gens, on oublie un peu le décor qui est derrière. C'est-à-dire que les gens vraiment ils ont repris, ils ont le sourire, ils ont repris leur commerce, ils prennent le temps de parler entre eux. C'est quand même... j'ai été agréablement surpris lorsque j'ai été en février de voir comment la vie avait repris son cours normal, malgré le décor de guerre là, derrière. Et quelles ont été les premières actions de développement et paix quand le tremblement de terre a eu lieu? En fait, notre campagne, à la suite de notre collecte, qui était une collecte quand même positive, une collecte de plus de 20 millions, dont seulement dans le diocèse de Québec, 700 000 $. Notre première étape a été l'étape d'urgence, qui est toujours une étape où rapidement on doit procéder à la distribution d'eau, distribution de biens essentiels, savon, chaudière, couverture, détente, pour permettre à la population rapidement de pouvoir s'installer et protéger un petit peu le noyau familial, c'est-à-dire d'avoir un toit pour dormir, d'avoir accès à l'eau. On a aussi développé des programmes ce qu'on appelle des programmes de soutien, d'accompagnement psychologique, pour permettre aux gens qui avaient été très, très touchés par le séisme de pouvoir parler avec d'autres mondes puis reprendre tranquillement, pas vite. Confiance qu'ils peuvent repartir lentement. Tu sais. Cet accompagnement-là est essentiel lorsqu'il y a un séisme de cette ampleur-là. Cette phase-là, normalement, dure entre 4 et 6 mois pour développement et paix, parce que développement et paix a toujours une deuxième phase lorsqu'il y a un programme d'urgence humanitaire. C'est l'urgence et le deuxième temps, c'est la reconstruction. Donc, normalement, ça aurait duré 6 mois, mais malheureusement, comme plusieurs d'entre vous de la population sait déjà, il y a eu un problème avec le choléra à l'automne 2010. Donc, on a dû un peu retourner en arrière et poursuivre notre travail d'urgence pour recommencer à distribuer de l'eau, pour recommencer à dire aux gens l'importance de se laver les mains, de faire attention là où on cuisine, certains besoins essentiels, de ne pas trop les faire dans l'environnement immédiat des humains, mais d'essayer de respecter, d'essayer de construire des latrines, etc. Alors ça a retardé un peu. Maintenant, je pourrais dire, depuis le mois d'octobre 2010, on est dans la phase de reconstruction. Et pour la reconstruction comme telle, quelles sont vos actions principales? On a 3 pistes stratégiques qui, pour nous, sont essentielles pour permettre, en tout cas de notre point de vue. La première, c'est la reconstruction de maisons et certaines infrastructures communautaires. La deuxième, la question de la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire, en fait, on doit travailler à ce niveau-là. Et la question des droits humains, qu'on ne peut pas passer à côté en Haïti. C'est important, on a entendu dans les médias comment beaucoup de femmes étaient victimes de violences physiques, de viols dans les camps. Donc, on a dû mobiliser des gens, des partenaires à nous pour travailler sur le terrain à ce niveau-là. Et puis si on prend, admettons, la reconstruction des maisons, comment vous procédez pour que chacun puisse avoir sa maison? Chacun, non. On a des projets, on a des secteurs où, parce qu'il y a plusieurs organismes, le développement et paix n'est pas le seul. Nous, on a un projet de reconstruction de 1700 maisons. C'est dans un petit coin en périphérie de Port-au-Prince, environ 31 km. Pourquoi on a choisi ce secteur? Parce que, premièrement, on doit s'assurer que les gens aient un titre de propriété du terrain. On ne peut pas construire une maison sur un terrain qui n'appartient pas à la personne. On doit s'assurer qu'il y a des titres de propriété en main. D'un deuxième temps, le processus de reconstruction, pour les maisons, on s'assure que c'est un processus d'autoconstruction, c'est-à-dire que les gens participent. Les gens font la première étape, c'est-à-dire de la fouille. Ce qu'on appelle la fouille en Haïti, c'est les gens préparent le terrain, nettoient, les gens creusent un 2 pieds pour s'assurer d'avoir une bonne base de ciment pour ensuite monter le solage et monter la maison.
Donc, ça, c'est une autoconstruction, c'est-à-dire que les gens participent à ça, participent à la fouille, mais participent aussi on essaie d'utiliser des matériaux locaux. Donc, ils sont à la recherche des pierres pour monter les murs. Ils vont préparer aussi lorsqu'il y a le mélange du ciment, etc. Et certains qui sont plus habiles vont apprendre avec les ingénieurs sur place, les architectes, qui sont des gens qui travaillent pour des partenaires qu'on a en Haïti, vont apprendre, vont les accompagner, puis éventuellement, ils vont devenir des maçons apprentis. Ils vont vraiment... c'est un processus intéressant parce que les gens apprennent lorsque la maison est construite. Maintenant, ces maisons-là se font... c'est pas Développement Impact qui arrive là, qui dit « voici les plans, voici comment on va procéder ». On travaille vraiment avec nos partenaires parce que nous, on a des partenaires en Haïti depuis plus de 40 ans. Donc, on a dit, pourquoi ne pas joindre nos projets réguliers à notre projet de reconstruction pour aller chercher le maximum d'expertise, d'expérience de ces gens-là. Donc, des partenaires comme ITK, qui est le partenaire qui appuie le projet de reconstruction, l'Institut de technologie et d'animation, eux, ils ont des ingénieurs, ils ont des architectes, ils ont des agronomes, ils ont plein de gens pour aider les communautés à se développer, à se prendre en main. Donc, eux participent, c'est eux qui gèrent principalement le projet, avec un autre de nos partenaires qui est Caritas Suisse. Parce que vous savez, Développement et Paix est aussi Caritas Canada, qui fait partie de la grande famille Caritas Internationaliste, qui est une organisation catholique de Rome. Donc, ça, c'est vraiment, disons, le levier pour nous pour réagir rapidement. Mais après ça, avec l'expertise de d'autres organisations aux arts comme Caritas Suisse, on peut se mettre ensemble et on peut aussi aller chercher plus de sources de financement pour développer des projets plus importants comme celui-là, 1700 maisons. Mais est-ce qu'il faut craindre que si un autre tremblement de terre arrive, toutes ces maisons-là s'écroulent à nouveau? Voilà, c'est une bonne question. Justement, Caritas Haïti a une expérience importante en termes de reconstruire des maisons parasismiques. C'est-à-dire que c'est une maison qui est construite avec une base. Il y a une chaîne de métal, c'est l'expression, c'est le mot qu'on utilise. C'est-à-dire des structures de métal au sol, à mi-mur et en haut. Alors, lorsqu'il y a nouvellement un tremblement de terre, un séisme, les maisons, la structure peut résister, peut se promener. C'est ce qui fait que les maisons ne s'écroulent pas sur les gens. Il peut y avoir des fissures, il peut y avoir un bloc ou deux qui va tomber, mais pas comme on a connu actuellement, là, où la majorité des structures de maisons se sont carrément écroulées sur les gens. Donc, cette maison-là, c'est une maison qui est conçue pour 50 ans et plus. Là. Ils vont pouvoir élever leur famille, les petits-enfants, puis sûrement une quatrième génération. Mais en plus de ça, on essaie de construire une maison qui vise pas seulement de donner un toit aux gens, mais à travers le projet de reconstruction, il y a aussi la reconstruction du tissu social. C'est-à-dire s'assurer que la famille puisse participer à ce projet-là, mais aussi que les familles de cette communauté-là se mettent ensemble pour s'entraider. Alors, on reconstruit le tissu social, on assure un toit aux gens, et cette maison-là va être équipée, entre autres, d'un système solaire, c'est-à-dire on va utiliser des batteries pour permettre aux gens, le soir, à la famille, d'avoir de la lumière, de l'éclairage. Et avec cet éclairage-là, les enfants peuvent voir à leurs leçons, à leurs devoirs. Les parents peuvent continuer leur tâche à l'intérieur de la maison, que ce soit la vaisselle, préparer le repas le lendemain, etc. Donc, on reconstruit un tissu social qui permet vraiment, d'un côté, de poursuivre la vie sociale en famille, mais aussi dans la commune. C'est en Crécy, entre autres, un petit boucan. C'est vraiment un travail qui va permettre ces maisons-là de recréer une vie, un dynamisme dans cette petite commune-là. Et dans ce sens-là, quand on dit créer une vie de quartier, c'est-à-dire à partir de la maison, il va y avoir des endroits communautaires, il va y avoir des activités, plus de sécurité parce qu'il y a plus de lumière, etc. Et c'est des maisons construites avec des latrines qui vont être en mesure de récupérer les eaux usées, pour pas que les eaux usées aillent sur le terrain et puis qu'on connaisse nouvellement des problèmes avec des bactéries, choléra, etc. Il va y avoir une douche. Alors, ça va permettre la construction de petits jardins autour des maisons. C'est vraiment la vie qui va reprendre dans ce quartier. Et comment est-ce que votre programme de reconstruction d'Haïti s'insère dans le travail que vous faisiez déjà en Haïti? Bien, il s'insère dans la mesure où notre programme en Haïti a toujours été un programme pour essayer de travailler puis donner une priorité à la construction d'une qualité de vie. On sait qu'en Haïti, la pauvreté n'existe pas depuis le séisme. La pauvreté
a toujours été présente dans le fond. Le peuple haïtien est un peuple courageux qui se bat depuis plus de 200 ans, depuis son indépendance en 1803, à essayer d'atteindre une qualité de vie, à essayer d'atteindre une société plus juste. Et nos projets étaient beaucoup autour de permettre au peuple haïtien de sortir de ce cycle de pauvreté-là et de pouvoir accéder à une meilleure éducation, de pouvoir accéder à une meilleure connaissance pour travailler le sol, pour travailler l'agriculture, mais aussi de pouvoir prendre plus en main, devenir des citoyennes responsables, des gens engagés dans leur communauté, des gens qui s'impliquent aussi lorsqu'il est temps des campagnes politiques, pas seulement d'aller poser le geste de déposer un vote, mais aussi de poser des questions, de faire entendre leurs besoins, les besoins de la communauté. Donc, Développement épais travaille déjà dans ce sens-là, dans le sens de développer, d'arriver à un développement durable, mais un développement équitable, un développement qui tient compte des besoins des gens, des individus, mais des besoins des communautés aussi, des collectivités. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt que ça a été comme une idée simple, mais fort ingénieuse, de prendre déjà les projets réguliers et de prendre des projets de reconstruction et de les mettre ensemble pour s'assurer de maximiser les réussites, avoir des succès, mais aussi de s'assurer qu'on n'est pas à recommencer à zéro. On part une ligne d'avance, si on veut. Et donc, en quelque sorte, les projets de reconstruction vont permettre que plusieurs familles aient un niveau de vie supérieur à celui d'avant le tremblement de terre. L'idée est vraiment là. Notre objectif, quand je parle de qualité de vie, c'est vraiment là, de permettre aux familles d'avoir plus d'outils. Et quand ils arrivent à la maison le soir, ils n'ont pas à se préoccuper parce que la maison, il y a une fuite de puits ou parce que quand il y a de la boue passe sous les pieds, etc. Ils ont à se préoccuper. Maintenant, on a des enfants. Comment on doit aller aujourd'hui, se lever à telle heure, aller travailler, ramener l'argent, la nourriture, les études. Alors, on pense que ça va avoir un impact positif pour pouvoir sortir d'une certaine façon de ce cycle de pauvreté-là que les familles connaissent de génération en génération. On parle des familles les plus démunies, évidemment. Développement épais travaille toujours avec des populations les plus démunies, les plus défavorisées. Donc, on est vraiment confiant qu'on va pouvoir arriver là, à des résultats très positifs. Et tout ça, c'est un gros projet. Comment est-ce que vous arrivez à financer tout ça? Bien, il y a d'abord la levée de fonds que je parlais tantôt, qui est une levée de fonds importante. Les Canadiens et Canadiennes ont été très généreuses. Ils ont fait parvenir des dons qui ont plus de 20 millions de dollars à l'organisme, dont 700 000. Je le répète parce que je trouve que Monseigneur Ouellet a eu l'idée de dire le lendemain du siège, ça n'a pas de bon sens ce qui se passe. Il faut qu'on se solidarise avec le peuple haïtien. Et rapidement, ça a été la première quête ici, là, importante. Là. À travers le Canada, ça a été la première où on était chercher 700 000 $. Mais aussi, on continue à faire, comme on dit, des fruits avec cet argent-là. Le projet de reconstruction, on a présenté un projet à l'ACDI qui est un peu un fonds, créer un fonds il y a un fonds pour pouvoir doubler les argents qu'on avait accumulés. Le gouvernement s'est engagé. Alors, on a demandé d'avoir comme un projet bilatéral qu'on pourrait dire. Ils nous ont donné 4 998 000 pour la reconstruction de ces maisons-là. Notre contribution comme organisme, parce que je vous ai parlé de partenaires dans la reconstruction de ce projet-là, nous, c'est autour de 6,5 millions, mais c'est un projet global à autour de 27 millions. Donc, notre 6,5 millions, on a été chercher 4 998 000. Pour un autre projet qu'on a avec le Mouvement des paysans papaye, qui est un projet qui touche plus la deuxième piste stratégique, le deuxième axe, qui est la souveraineté alimentaire, on a réussi à aller chercher un projet de 2 133 000. Nous, on fait un apport de 1 300 000 à peu près, plus ou moins. Donc, on a un projet de 300 quelques mille pour s'assurer que les paysans se remettent déjà au travail pour éviter la crise alimentaire comme on a connu les années 2008. Alors, de notre 20 millions, on a fait des petits, on est arrivé à presque 27 millions. Et il pourrait y avoir probablement d'autres argents qu'on va pouvoir aller chercher. Entre autres, l'exemple d'une maison, un centre de formation professionnelle qu'on va construire, qu'on a commencé, on a le terrain, on est à la phase des devis, de construction, des propositions. Mais ce centre-là va permettre aux jeunes Restavec. Restavec, c'est un nom qui est assez connu de la population québécoise, là où on prend des enfants de milieux ruraux très pauvres, et les familles les envoyaient chez des amis ou des membres ou des cousins, des membres de la famille, pour qu'ils puissent aller travailler comme aide domestique, et on promettait à la famille en retour d'envoyer des enfants aux études. Mais malheureusement, la majorité de ces enfants-là n'avaient pas accès aux études parce que
les gens qui les emmenaient les faisaient travailler 7 jours sur 7 et il y avait une exploitation terrible. Alors, ce centre-là, qui est en train de participer à la reconstruction, c'est un centre de formation professionnelle qui peut donner des formations comme des formations en ébénisterie, la fermenterie, l'art, l'artisanat. On parle aussi d'électricité. Donc, donner des formations à des jeunes. Ils vont aller à l'école l'après-midi pour apprendre à lire et écrire, pour apprendre un métier. Et quand ils vont terminer leur travail d'être domestique, ils vont être en mesure de pouvoir trouver un emploi, de pouvoir fonder une famille et en quelque sorte aussi de sortir de ce cycle de pauvreté-là. Donc ça, c'est un projet intéressant. C'est un projet de 880 000. Développement épais a mis tout près de 300 000 $. On a été chercher un autre 350 400 000 $ de secours catholique, secours d'urgence catholique, qui est un Caritas. Finalement, c'est Caritas France. Et il y a un autre organisme d'ici qui va collaborer éventuellement, qui est le CECI, le Centre d'études de coopération internationale, avec qui on a un projet de reconstruction d'école aussi. Parce que dans notre phase d'urgence, c'était très important de remettre les enfants, le retour à l'école pour les enfants. Hein, quand on dit après un cycle, ce qui est important, c'est essayer de prendre le maximum de mesures pour recréer une vie normale. Et dans ces mesures-là, une des choses qui est importante, c'est de permettre aux enfants de retourner à l'école pour qu'ils puissent reprendre goût à la vie, reprendre un peu un rythme plus normal pour des enfants. Alors, ces projets-là, voyez-vous, on les multiplie. Quand on crée un projet, on essaie de voir comment on peut avoir d'autres partenaires, d'autres gens qui vont être intéressés, qui vont dire « Ah oui, ça c'est un beau projet, on y va ». Alors, c'est un peu le travail aussi que Développement épais fait sur place, avec ses partenaires. On a 9 partenaires réguliers en Haïti, des partenaires autant qui travaillent dans les mouvements sociaux comme les mouvements de femmes, les questions des paysans, mais aussi au niveau des communications, les radios communautaires, qui est un projet là, avec SACS, avec REFRACA, qui est le réseau des femmes pour la radio communautaire, important dans un pays comme Haïti, pour permettre aux gens qui sont à l'extérieur, dans des coins isolés d'Haïti, à partir de leur petit transistor, avoir des nouvelles, qu'est-ce qui se passe dans la capitale. On a utilisé ce moyen-là aussi pour faire des campagnes de sensibilisation par rapport au choléra, par rapport à des formations en termes de gestion de risques et de catastrophes. Qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit se prendre pour avoir un maximum de protection, où doit-on se mettre? Hein? On ne se met pas en plein milieu de la maison, on doit essayer de se mettre sous un bureau, sous un lit, ou carrément sortir, être à l'extérieur, dans un endroit où il n'y a rien qui peut nous tomber dessus. Alors, la radio a été un outil vraiment important. Et là, je parle de beaucoup de projets, mais notre partenaire-là nous permet d'atteindre plusieurs aspects qui nous permettent vraiment de parler en termes de développement intégral à partir de notre projet de reconstruction en Haïti. Et donc, vous avez plusieurs partenaires, mais vous comptez quand même beaucoup sur la générosité de la population. Comment est-ce que quelqu'un qui veut vous faire un don peut faire pour vous envoyer de l'argent? Maintenant, on est en campagne, c'est notre carême de partage, donc c'est la levée de fonds pour soutenir les projets réguliers de développement épais. L'appel qui est fait ici, c'est un appel pour les projets réguliers de développement épais, dont Haïti bénéficie. Et il y a 2 numéros de téléphone, en fait. Il y a le 1-888-234-8533, qui est notre numéro ligne sans frais à Montréal. Et ici, à Québec, on a le 418-683-9901. On peut téléphoner et les gens vont se faire un plaisir de vous donner l'information et aussi de recevoir vos dons. Merci beaucoup, M. Comte, et bonne suite dans ce projet pour reconstruire Haïti. On vous remercie. Au revoir.